Donc, le service appui est un service qui a une spécificité. Il y a différents types maintenant de services qui accompagnent les travailleurs handicapés, en tout cas des personnes qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés pour le handicap psychique. Nous, on est une équipe de psychologues cliniciens et ça, c'est ce qu'on a voulu préserver, un accompagnement pour le coup très souple et principalement individuel des salariés ou des futurs salariés, ça c'est l'objectif, pour les accompagner déjà dans la perception qu'ils ont de leur handicap. Parce que c'est pas parce qu'on a été diagnostiqué schizophrène, bipolaire ou avec une dépression qu'on sait quel est notre handicap. Ça, il y a un cap quand même entre la maladie mentale qui peut donner lieu à un handicap. Une fois qu'on a la reconnaissance travailleur handicapé, donc ils ont un papier qui nous amène généralement au premier rendez-vous, ils disent bon bah voilà, maintenant je peux trouver du travail, j'ai le droit à des aménagements de poste, des choses comme ça. Sauf que quand je leur pose la question, donc pour vous, quel est votre handicap? Ils ne savent pas quoi répondre. C'est-à-dire quel est le handicap, comment on définit son handicap quand on a une reconnaissance travailleur handicapé pour des raisons psychiques. C'est pas si simple et du coup, quel aménagement éventuellement de poste ça va demander, là c'est encore plus compliqué. Donc on va déjà les accompagner là-dedans. La grande difficulté pour la plupart des personnes qu'on reçoit au service, c'est de travailler sur un projet professionnel. Ça, vous en parliez un petit peu, tous les chargés d'insertion professionnelle, que ce soit Pôle emploi, Cap emploi, toutes les chargés d'insertion professionnelle vont leur demander d'avoir un projet professionnel pour qu'on puisse ensuite valider des stages ou une formation. Voilà. Il faut construire son projet professionnel. C'est souvent la première fois dans leur vie suite à le handicap psychique peut toucher tout le monde à tout moment de sa vie. Il y a des personnes qui ont travaillé pendant 20 ans et qui vont, ce qu'on appelle décompenser, ou en tout cas avoir un accident ou un événement de vie qui font que la maladie se déclenche, ils deviennent travailleurs handicapés, ou en tout cas ils ont cette reconnaissance, et donc tout bascule dans leur vie, et d'un coup ils doivent élaborer un projet professionnel alors qu'ils avaient commencé à travailler sans vraiment se poser cette question-là. Et on va les accompagner dans un travail, pour pouvoir élaborer leur projet professionnel, ils vont devoir faire un travail biographique qui est quand même assez important, d'où pour nous, alors après ça c'est notre positionnement, qui n'est pas forcément l'unique à avoir je pense, mais de les accompagner dans ce travail biographique. Quel sens, quelle place le travail prend pour eux aujourd'hui, avec, ça je rejoins Elisabeth Damiani, avec le handicap, et pas malgré, c'est-à-dire avec leurs possibilités et pas que leurs limitations. Parce que quand on parle de handicap psychique, tout type de handicap, mais là je vais me centrer sur le handicap psychique, on parle beaucoup de limitations. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on va devoir aménager parce qu'il y a des limitations? Il y a aussi plein de possibilités, plein de potentialités, plein de façons différentes de voir les choses. C'est des personnes qui avaient des compétences avant d'avoir la reconnaissance travailleur handicapé et qui en ont toujours, qui vont s'exprimer peut-être différemment, mais donc il y a tout ce travail dans lequel on va les accompagner et qui se fait nécessairement en individuel, un travail biographique, c'est-à-dire revoir tout son parcours et quelle place dans ce parcours-là, dans cette histoire de vie, le handicap vient prendre et la place du travail. Est-ce qu'on recherche du travail parce qu'on a besoin d'être utile? Est-ce qu'on en recherche parce qu'on a besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de gagner de l'argent, tout simplement? Est-ce qu'on a besoin de transmettre? Est-ce qu'on a besoin d'être avec d'autres personnes, d'avoir une vie sociale, professionnelle? Enfin, c'est déjà de pouvoir identifier ça pour avancer sur l'idée du projet professionnel. Donc concrètement, c'est des entretiens individuels cliniques avec des psychologues cliniciens qui ont cette sensibilité à la clinique qu'on appelle la clinique du travail. Ça veut dire qu'on va se centrer justement sur ces questions de motivation liées au travail. Quel sens ça prend? C'est finalement un travail que n'importe qui pourrait faire mais qu'on ne fait pas ou qu'on fait rarement quand on n'est pas confronté à une difficulté comme telle une maladie psychique ou des troubles psychiques. Souvent, le projet professionnel, on le fait vers 18-20 ans et on ne se pose peut-être pas autant de questions que les personnes qu'on accompagne au service appui se posent et vont devoir d'ailleurs montrer tout ce cheminement qu'elles ont fait pour pouvoir être réintégrées professionnellement, ce qui est parfois, je trouve, un peu compliqué. Enfin, on leur demande beaucoup, finalement, beaucoup plus qu'à la plupart des salariés pour pouvoir revenir en emploi. Et je rejoins vraiment ce que vous disiez sur la question de la souplesse et de l'organisation du travail.
Beaucoup de personnes avec des troubles psychiques, finalement, peuvent très bien travailler, ont beaucoup de compétences. On reçoit beaucoup de personnes qui ont beaucoup de diplômes. Pas du tout, on a cette représentation de personnes qui ne sont pas diplômées ou qui ne peuvent pas faire d'études parce qu'elles n'arrivent pas à se concentrer. Il y a cette représentation-là, comme ils ont des troubles attentionnels. Oui, ça peut prendre effectivement parfois un peu plus de temps, mais on a beaucoup de personnes qui ont fait des hautes études et qui sont tout à fait capables de travailler. Mais elles viennent parfois toucher à la question de l'organisation du travail. Et là, les aménagements de poste, et ce qui peut être un frein majeur, c'est cette question-là de... C'est difficile de penser les aménagements du travail quand ils ne sont pas principalement matériels. Comme il faut un fauteuil ergonomique ou un bureau qui laisse passer un fauteuil roulant, ça, dans les entreprises, c'est assez facile à penser. Mais quand ça vient toucher à quelque chose de plus organisationnel, vous parliez des standards relationnels, mais ils sont extrêmement forts, et ce qui s'exprime principalement dans les troubles psychiques, c'est au niveau relationnel. C'est des personnes qui vont venir bouleverser ces standards relationnels, qui ne rentrent pas en relation avec les autres et avec le monde de la même façon que les collègues. Et dans l'univers professionnel, c'est extrêmement normé. Alors c'est dit nulle part, ça ne sera pas écrit dans votre contrat de travail de quoi vous avez le droit de parler à la pause avec le collègue, quelles limites on doit respecter dans ce qu'on dit, mais finalement on est tous soumis à une règle implicite qui est quand même très très forte dans le milieu professionnel, que tout le monde respecte tacitement, alors que personne ne nous l'a dit, on l'a intégré, et beaucoup de personnes avec des troubles psychiques n'ont pas intégré ça ou ont des difficultés à respecter ça, et ça vient mettre mal à l'aise une organisation de travail. Et souvent, voilà, il y a ce rejet des collègues, les managers ne savent pas trop comment se positionner parce que ils ne vont pas reprocher à la personne, elle fait bien son travail, mais elle se comporte bizarrement dans le bureau, donc ils ne savent pas comment dire, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas. Et la personne n'en a pas toujours conscience. Donc, dans l'accompagnement individuel, il est important pour moi, en tant que psychologue clinicienne, parce que c'est aussi permettre à la personne d'être vue, soutenue et accompagnée dans sa globalité. Elle n'est pas qu'une personne handicapée psychique, elle est aussi un parent, un ami, une femme, un homme, un travailleur, quelqu'un qui peut avoir plein d'activités en dehors. Donc c'est de la prendre dans sa globalité, ça c'est l'approche clinique, en tout cas de psychologue clinicien, et de lui permettre d'avoir un espace à elle pour peut-être mieux s'accepter ou travailler sur cette acceptation des troubles psychiques et de la place qu'ils prennent dans leur vie, dans sa vie et dans le travail. Mais pour moi, ça ne va pas sans un accompagnement aussi des entreprises. Alors là, pour l'instant, c'est pas tout à fait encore la vocation du service appui, il y a d'autres services avec lesquels on s'articule pour ça. Ça ne va pas sans une sensibilisation effectivement des entreprises et des milieux de travail qui attendraient de beaucoup de travailleurs handicapés avec des troubles psychiques de s'intégrer parfaitement, c'est-à-dire d'intégrer les règles, notamment implicites, ce qui est compliqué, de ne pas déranger, souvent c'est ça, les mots qu'on a pendant la pause, où ils parlent de sujets qui ne sont pas tout à fait appropriés, ou les réactions émotionnelles sont trop fortes, alors que dans le travail on le sait, mais c'est écrit nulle part, c'est complètement implicite et on l'a tous intégré qu'il ne faut pas trop montrer ses émotions, mais on ne vous le dira jamais, vous n'aurez jamais un manager qui vous dira qu'il ne faut pas trop montrer vos émotions au travail, mais on le sait qu'il ne faut pas le faire. Bah oui, mais non, une personne qui souffre d'un trouble bipolaire ou qui a des troubles anxieux envahissants peut montrer bien plus fortement ses émotions. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, que ce n'est pas quelqu'un qui a des compétences. Voilà. Les troubles psychiques, il y a aussi cette représentation-là et on avance avec les personnes qui en souffrent dessus. C'est ça l'idée aussi, c'est de les soutenir pour restaurer aussi une image d'elles qui est souvent assez dégradée liée au regard de la société, au regard des collègues. C'est qu'on a l'impression que ça touche à tout ce qui est exprimé comme étant des qualités professionnelles attendues. Encore une fois, ils ont bien intégré, les personnes, tout le monde a intégré ces normes-là qu'on attend au travail, d'être posé, calme, organisé, d'avoir une grande capacité de mémoire. C'est des choses souvent qui sont attendues, ils le savent, et quand on les soutient dans la préparation des entretiens d'embauche, ça c'est la grande peur. Si on me demande mes principales qualités, mes gros défauts, il y en a beaucoup qui disent mon défaut c'est mon handicap. C'est quand même terrible d'en arriver à dire ça, qui me disent moi mon défaut c'est mon handicap. Parce qu'ils disent voilà, je peux pas, parfois j'ai du mal à me concentrer pendant 2 heures. Et
pour eux, c'est un défaut dans le milieu professionnel, effectivement. Comment transformer leur handicap pour que ce ne soit pas un défaut, mais aussi ça fait partie d'eux et ils ont plein d'autres qualités. Il y a plein de techniques, il y a les remédiations cognitives, mais il y a plein de techniques aussi plus organisationnelles pour permettre à des personnes qui peuvent peut-être pas se concentrer pendant plus de 2 heures, mais qui ont finalement plein d'idées, qui peuvent participer à des brainstorming ou en tout cas à plein d'autres méthodes maintenant d'animation de réunion ou de milieu professionnel, de s'intégrer. Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur ça parce que sinon je pourrais en parler longtemps de cet accompagnement. Il y a l'accompagnement individuel qui pour moi est important et pour les personnes, qui fait le lien aussi dans nos services entre les sorties d'hospitalisation, donc un accompagnement très médical centré sur les symptômes et évidemment la maladie qui est nécessaire à un moment donné. Il fait l'articulation, là on n'est pas dans l'accompagnement médical à proprement parler, mais on n'est pas encore tout à fait dans la sphère professionnelle. Il y a un lien qui peut se faire entre les deux. Et donc il y a cet accompagnement individuel qui ne va pas sans l'accompagnement, je pense, des managers, des organisations qui doivent repenser leur méthode.